Bonjour à tous. Je voulais déjà remercier l'Académie, son président, pour cette invitation qui me, qui m'honore, oui, je peux le dire, hein, puisque c'est la première fois en fait que je viens à l'Académie vétérinaire de France. Donc, merci beaucoup. Donc, j'ai été invitée pour parler d'historique et de réglementation sur les comités d'éthique en expérimentation animale. Et donc, je voudrais tout d'abord dire que, vous le savez certainement, mais que la France est un grand pays de la recherche. C'est le 17e pays mondial en termes de classement du produit intérieur brut. Et donc, c'est un grand pays de recherche et de production de manière générale, que ce soit en recherche fondamentale, en recherche appliquée, en production de réactifs, hein. Donc, je vous ai donné plein d'éléments ici sur cette diapositive. Donc, ces différentes activités regroupent tous les domaines, toutes les espèces, hein. Donc, l'expérimentation animale, c'est utiliser des animaux pour des fins, on va dire, de progrès humain, mais également pour les animaux, hein, des médicaments pour les animaux, des vaccins pour les animaux. Et puis, c'est aussi produire des kits de réaction, des outils pour la recherche. On a tendance aussi à oublier cela, mais il n'y a pas de recherche sans outils, hein. Donc, tous ces anticorps, ces molécules antigéniques pour réaliser des kits ou pour constituer des outils thérapeutiques. Et je pense, par exemple, au traitement du cancer, enfin des cancers. Et donc, toutes ces activités de recherche ont une partie qui va faire appel aux animaux vivants, hein, donc ces êtres sensibles, comme l'a dit Pierre en introduction. Et donc, on va considérer qu'on, depuis donc une dizaine d'années, on a autour de 1,7 à 1,9 million d'utilisations. C'est un petit peu augmenté la dernière enquête, mais les modes de calcul étaient un peu différents. Sachant que dans toute l'Union européenne, on a 9,39 millions d'animaux qui ont été, enfin, millions d'utilisations d'animaux qui ont été dénombrés en 2017 pour 27 États membres. Donc, on se rend compte avec ces chiffres que finalement, la France représente 1/5 à peu près des utilisations d'animaux au sein de l'Union européenne, donc des 27 États membres. D'où la place prépondérante, en fait, de la France au sein de l'Union européenne pour toutes ces questions d'expérimentation animale. Alors, le cahier des charges que j'ai, que Pierre m'a demandé, c'est de vous parler donc d'historique et de réglementation, et en particulier donc des origines de ce système des comités d'éthique qui est en place aujourd'hui. C'est-à-dire, pourquoi, et on va voir aussi comment les comités d'éthique sont devenus les autorités compétentes en matière d'évaluation éthique des projets. À la base, on a l'ADAME Europe, hein, c'est-à-dire cette entité, cette Union européenne qui est on va dire une machinerie administrative extrêmement complexe qui se base sur un triangle institutionnel qui est le Conseil de l'Union européenne, la Commission européenne et le Parlement européen. Cette Union européenne donc, va proposer des directives pour cadrer l'activité, les activités de recherche. Et cette activité de recherche, elle est un peu particulière, hein. C'est pas du tout comme les activités d'agriculture ou le droit monétaire avec l'euro. Ça n'a rien à voir, en fait. C'est un cas particulier, la recherche, parce qu'en fait, les États membres ne doivent pas être empêchés par ces directives européennes d'exercer leurs compétences en tant qu'États membres, hein. Donc, il y a une espèce de cohabitation entre la Commission et le droit national dans les différents pays. Et ça, c'est quelque chose qu'on a peut-être tendance à oublier en disant qu'aujourd'hui, ben oui, notre réglementation est issue d'une directive européenne et on doit tout faire dans le sens de cette directive, ce qui n'est pas forcément l'exactitude. Et donc, on ne va pas parler de dialogue, même si toutes ces entités vont dialoguer, mais vraiment de trilogue, c'est-à-dire que la Commission va échanger avec le Conseil de l'UE, le Conseil de l'UE va échanger avec le Parlement européen, et ainsi de suite, hein. Donc, ces trois entités, Commission européenne, Conseil de l'Union européenne et Parlement européen, vont travailler à partir du moment où ils auront été saisis par le Conseil européen, donc ce Conseil européen qui rassemble les 28 chefs d'État et de gouvernement. La Commission européenne, c'est un peu le chef d'orchestre dans ce trilogue, et elle va proposer donc les textes aux deux autres entités. Et c'est ainsi qu'on a une première directive européenne en 1986 hein, sur la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques. Le contexte était totalement différent de celui d'aujourd'hui parce qu'il s'agissait à l'époque de mettre en place le marché commun et donc d'éviter les distorsions de concurrence entre les États membres en matière de recherche et en particulier donc de production de médicaments et d'autres activités autour de l'expérimentation animale.
La seconde directive, enfin, la deuxième, on va dire, c'est celle de 2010, hein, sous laquelle on fonctionne aujourd'hui. Et cette directive donc, a été transposée en droit national. Alors, les grandes différences entre la directive de 86 et la directive de 2010, c'est, comme disait Pierre, l'apparition d'une nouvelle obligation pour les scientifiques, c'est-à-dire l'autorisation de chacun de leurs projets avec au préalable une évaluation éthique. Mais il faut quand même garder à l'esprit que, même si ça a été assez révolutionnaire, hein, la mise en place de cette autorisation de projet, on s'inscrit malgré tout dans la continuité de la directive 86-609, avec les notions de procédure expérimentale qui s'appelait anciennement expérience, mais la notion de seuil qui est apparue, mais on reste dans le même esprit. Cela dit, la directive de 2010 est beaucoup plus stricte, donc beaucoup plus précise, beaucoup plus détaillée, va beaucoup plus cadrer les activités et les champs d'action des scientifiques. Je vais appuyer par mégarde. La directive de 86 a été abrogée, a laissé place donc à cette directive de 2010, et donc se posait la question des autorités compétentes à définir. En France, donc, on a conservé la première autorisation, c'est-à-dire l'agrément des établissements, hein, tel qu'il existait au préalable dans l'autre système issu de la directive de 86, donc avec des services centraux du ministère de l'Agriculture impliqués, les services de la DGAL, et également les services déconcentrés, donc dans les départements ou les régions, les fameuses DDPP, Direction départementale en charge de la protection des populations. Et donc, en parallèle, pour l'autorisation de projet, on a identifié deux autorités compétentes, donc les services centraux du ministère de la Recherche au sein de la DGRI et les comités d'éthique en expérimentation animale dont on va parler beaucoup ici. Alors, non, je ne vais pas dire ça, on verra après. Donc, on va voir maintenant comment et pourquoi les comités d'éthique ont été chargés de l'évaluation éthique des projets, puisque c'est ce qui intéressait nos confrères. L'évaluation éthique, à mon sens, donc là, je vais vous donner une analyse personnelle, hein, du système, hein, puisque j'ai travaillé au ministère de la Recherche, pour ceux qui ne le savent pas, de 2008 à 2021. Je suis enseignant-chercheur de formation, maître de conférences en biologie, et donc j'ai participé à la mise en place du système. À mon sens, donc, on a eu vraiment une évolution donc, entre les chartes et les réglementations. Et donc, les grandes époques marquantes, en fait, ça a été la première 90, de 1990 à 2008, où les expérimentateurs ont mis en place des comités d'éthique de manière hors réglementation. C'est vraiment des comités d'éthique qui étaient issus du terrain. Puis, on a eu la période de 2008 à 2013. Donc là, ça a été le moment de la transposition de la directive et un moment où les comités d'éthique se sont mis à adhérer au principe d'une charte qui était la charte nationale, on verra. Et enfin, donc la période de 2013 à nos jours, où on a donc des comités d'éthique réglementaires et qui fonctionnent dans le respect de la réglementation. Donc la première période, celle où les expérimentateurs ont mis en place les comités d'éthique. Cela a commencé dans les années 1990 et en particulier donc avec la publication de la Charte du Gris en 1992, qui a donc permis d'harmoniser au sein du secteur industriel privé les principes éthiques que l'on se devait d'appliquer aux animaux. Donc ça, c'est vraiment, à mon sens, le premier texte marquant dans l'histoire de l'expérimentation animale récente. 1992, c'est aussi un ministre, Hubert Curien, qui avait proposé des mesures pour une politique de l'expérimentation animale dans les organismes de recherche, donc les organismes sous tutelle du ministère de la Recherche. Et donc, à l'époque, il avait émis comme proposition d'élaborer une charte nationale éthique, de mettre en place des enquêtes statistiques robustes, de mettre l'accent sur la formation des personnels et déjà, il était question de transparence. Pierre Tambourin a beaucoup travaillé avec Hubert Curien dans le cadre de ces mesures, tout cela en relation donc avec les organismes de recherche publique. À l'issue de ces discussions, a été mise en place, a été créée donc cette charte des comités régionaux qui a permis donc de fédérer donc autour de principes éthiques communs les comités du secteur de la recherche publique. Donc, vous voyez que cette charte des comités régionaux, il a fallu attendre 9 ans après la charte du CRIS pour qu'elle se mette en place. Sachant que donc, ces chartes, hein, donc, totalement indépendamment de la réglementation, sont des ensembles de principes moraux non réglementaires
qui se devait d'être introduit donc dans une action qui peut être amorale. Donc ici, faire du mal aux animaux, hein, c'est vraiment la question qui se pose. Et donc, ça permet de mettre comment dire, de solliciter la responsabilité des expérimentateurs et donc la réflexion autour de cette utilisation qui pose ce contre-problème, donc ce contrat moral euh, dont Pierre a parlé dans l'introduction. Puis, en fait, en 2008, on a eu la publication de la Charte nationale qui porte sur l'éthique de l'expérimentation animale, suite à la création du Comité national de réflexion éthique en expérimentation animale, donc comité réglementaire qui a été créé par décret en 2005. Et donc, cette charte a été publiée sur le site internet du secrétariat du CNRA, donc en 2009. Donc, le secrétariat du CNRA étant assuré par les services du ministère de la Recherche. Le premier président du Comité national de réflexion éthique, vous le connaissez tous puisqu'il est issu de la maison, c'est André-Laurent Parodi. Et donc, André-Laurent Parodi a vraiment promu les principes de la Charte nationale suite à la publication en 2008, pardon. Et donc déjà, je voudrais vous sensibiliser sur le fait que cette charte était par définition légitimée parce qu'elle provenait d'un comité qui lui-même existait de manière réglementaire. Et en plus, donc Pierre n'a pas parlé de la composition des membres du comité national, mais peut-être ça viendra dans les discussions. On a un comité qui est assez sociétal, qui a une étiquette assez sociétale. Donc, un texte proposé par un comité qui a une connotation sociétale, qui existe de manière réglementaire, portait en lui une forme de légitimité. Donc, la rédaction de cette charte nationale a été la première mission du comité national. Et donc, les ministres de la Recherche et de l'Agriculture, à l'époque, ont demandé de diffuser largement et de la promouvoir, cette charte, et ainsi que de la réviser si cela était nécessaire. Sa sortie a été vraiment un événement majeur, je dirais. Et donc, les membres du comité national qui représentaient des sociétés de protection des animaux et de la nature ont dit à sa sortie qu'il s'agissait vraiment d'un mode de communication très positif engagé vers le public sur l'utilisation de l'animal d'expérimentation. Donc cette charte, elle s'adresse à la fois aux expérimentateurs, au comité d'éthique pour leur fonctionnement, mais également à la société civile. Elle comprend 9 articles, une annexe. On ne les détaillera pas, mais on mettra quand même le doigt sur certains de ces articles qui vont permettre donc d'illustrer un petit peu ce propos. Donc, à mon sens, cette charte nationale, elle a joué plusieurs rôles majeurs dans l'élaboration du système. Le premier rôle, ça a été le rôle d'harmonisation de l'évaluation éthique, hein, de la même façon qu'on avait eu la charte de Gris qui harmonisait les évaluations éthiques dans le secteur industriel privé et la charte des comités régionaux dans le secteur de la recherche publique. Ici, donc, une charte unique, des principes généraux, communs à toutes les activités, qu'elles soient publiques ou privées. Et donc, ces principes, ils sont identifiés dans l'article 6 sur la démarche éthique. Donc, il est un petit peu long à lire cet article, mais il met le doigt sur le bien fondé scientifique des expériences. Hein, donc, vraiment montrer que il est justifié d'utiliser des animaux pour essayer d'atteindre un objectif donné. Et elle met le doigt exactement aussi sur la mise en œuvre des 3 R, donc ces principes de remplacement, réduction et raffinement. Donc, un premier rôle de la charte comme rôle d'harmonisation de l'évaluation éthique, on l'entend bien. Mais également, elle a eu un rôle structurant, en particulier en identifiant de quels membres devaient être composés les comités d'éthique et comment se définissait donc la compétence de ces comités d'éthique. Donc, la charte, dans son article 4, identifie que les compétences spécialisées vont être recherchées aussi souvent que nécessaire auprès d'experts en physiologie, éthologie ou médecine des animaux concernés. Et elle dit également dans son article 8 que chaque comité d'éthique doit réunir les compétences pluridisciplinaires qui lui permettent d'émettre des avis éclairés. Et elle identifie également que la société civile et la médecine vétérinaire y sont représentées. Donc, dans l'annexe de la charte, derrière les articles, on a en fait un certain nombre de dispositions non réglementaires qui vont donc définir quels membres doivent constituer, quel type de membres doivent constituer, doivent participer donc aux travaux des comités éthiques.
À l'époque, on utilisait des libellés qui ne sont plus ceux d'aujourd'hui, mais on retrouve donc les chercheurs, donc ceux qui sont des concepteurs de projets, des personnes appelées à participer aux expériences, donc les fameux applicateurs, opérateurs, praticiens, enfin, ceux qui participent directement aux procédures expérimentales, des personnes affectées à l'hébergement en soins des animaux, les fameux soigneurs, un vétérinaire à minima et également une personne extérieure à l'établissement d'expérimentation animale qui témoigne d'un intérêt pour la protection animale. C'était libellé ainsi en 2008. Et donc, je voudrais attirer votre attention sur le fait que ces membres de comités d'éthique étaient proposés donc par les établissements qui étaient rattachés au comité d'éthique. Et donc, par définition, on avait une compétence pluridisciplinaire variée et ces différentes compétences provenaient donc des différents champs disciplinaires euh, qui étaient traités dans les établissements utilisateurs d'animaux. Et on a un deuxième niveau également de compétences, c'est celui il m'agace cet écran, c'est celui qui correspond au type de personnel, hein, c'est-à-dire ce qui est identifié ici dans la charte. Donc, rôle structurant sur la composition des comités d'éthique, mais également rôle structurant, et ce n'est pas un des moindres aspects là, sur la propriété des comités. Hein, puisque l'article 9 établit que tout comité d'éthique doit être indépendant, impartial et garantir la confidentialité des dossiers qui lui sont soumis. L'article 7 identifie chaque comité d'éthique comme un lieu de dialogue et de réflexion. Et donc, chaque comité d'éthique doit participer à la promotion de l'ensemble des principes éthiques énoncés dans la présente charte. Les propriétés des comités, donc, apportées par la charte, sont d'une part la compétence, donc liée directement à sa composition, l'indépendance du comité, l'impartialité des membres, donc élément important, et également une garantie de la confidentialité des informations, en tout cas dans le sens pris des données de la recherche. Donc chaque membre n'est pas autorisé à diffuser les données de la recherche qui sont comprises dans les dossiers. Donc on arrive à la deuxième période, donc la période 2008-2013, où les comités d'éthique progressivement vont adhérer au principe de la nouvelle charte, la fameuse charte nationale. Donc là, le CNREA a joué un rôle prépondérant hein, dans ce travail-là. Vous avez la photo de Pierre Tambourin, qui a été le deuxième président du CNREA, après donc M. Parodi. Et donc, ce CNREA, dont le secrétariat, je le rappelle, est assuré par les services du ministère de la Recherche, a enregistré ce CNREA, donc les comités d'éthique qui adhèrent à la charte nationale. Il a mené également un travail d'analyse et de comparaison de la charte nationale et de la directive. Donc, un travail particulièrement important puisqu'il a été effectué au moment de la transposition. Le ministère de la Recherche a également eu un rôle à jouer dans le système, indépendamment, je dirais, du CNREA, même si la relation était très proche. Hein. Donc, enquête sur le fonctionnement des comités d'éthique à l'époque, pour voir un petit peu dans quels termes les comités d'éthique travaillaient de manière assez générale, mais c'était assez riche d'informations. Les colloques des présidents de comités présidés donc, par le président du CNREA, il y en a eu plusieurs à cette époque-là, la transposition de la directive, et puis toutes les réunions pour la mise en place du système d'autorisation de nos projets. Et pour ceux qui s'en rappellent, 2008, c'était aussi les rencontres animales et sociétés. Je ne sais pas si certains d'entre vous y ont participé, ça commence à dater un peu. Donc ces fameuses rencontres pour proposer des groupes de réflexion sur l'utilisation de l'animal à des fins scientifiques, mais également l'animal de jeu, l'animal de bouche, l'animal sur dans ses différents rôles vis-à-vis de l'être humain. Je vais sortir quelques points qui me paraissent très très importants de cette époque. Hein. Donc, il y a eu l'enregistrement donc par le CNREA des comités qui ont adhéré au principe de la charte nationale, donc avec un enregistrement qui s'est fait de manière assez stricte sur différents éléments. Donc, un dossier d'enregistrement qui devait comprendre des éléments capitaux, un courrier du président qui donc traduisait l'engagement des membres à respecter les principes de la charte nationale, donc un fonctionnement dans le respect total des principes qu'on l'on a vu de la démarche éthique. Une signature des responsables d'établissements utilisateurs d'animaux, il s'appelait comme ça à l'époque, c'est-à-dire ces responsables d'établissements s'engageaient à ce que les projets réalisés en leur sein bénéficient d'une évaluation éthique. Je le rappelle, il n'y avait pas encore de système réglementaire puisque 2013 n'était pas encore arrivé.
Une composition donc, du comité qui se devait d'être en accord avec la charte, donc une composition bien particulière qui permettait d'assurer la compétence, et puis d'autres informations, en particulier les intitulés des établissements relevant du comité, leur numéro d'agrément, ainsi que la date de création du comité. Donc toutes ces informations ont été conservées au fur et à mesure de leur arrivée au ministère pour l'agrément des comités. Donc sachant que l'enregistrement était l'étape préalable pour un agrément qui aurait été fait dans un second temps. Et la liste des comités d'éthique a été publiée par le ministère sur son site internet. Et pour mémoire, donc le premier comité enregistré le 22 octobre 2008 est celui de la région Midi-Pyrénées, donc un comité régional présidé à l'époque par Alain Puget, donc qui s'est beaucoup investi pour la mise en place des comités d'éthique régionaux en faisant son tour de France des régions pour mettre en place les 21 comités d'éthique régionaux. Alors, deuxième élément marquant, c'est l'enquête auprès des comités d'éthique en 2009-2010. Cette enquête, elle a été publiée dans la revue STAL, la revue de l'AFSTAL, donc en 2011. Elle a été réalisée en 2010. Et donc, à l'époque, il y avait 42 comités d'éthique qui avaient été enregistrés par le comité national. Vous voyez que l'activité d'enregistrement allait à bonne vitesse, puisqu'ils étaient 57, ces comités à être enregistrés au moment de la publication de l'article. Ces 42 comités d'éthique correspondaient à 222 établissements d'expérimentation animale. Et cette enquête a montré que les 42 comités d'éthique ont évalué en 2010 1975 dossiers. Ce qui est, je dirais, assez énorme quand on voit aujourd'hui qu'on a un système réglementaire et on est autour de 2600 dossiers par an. Donc là, vous voyez déjà, en dehors de toute réglementation, on avait une activité d'évaluation éthique qui fonctionnait très bien. C'est mon avis personnel. Et en plus, cette activité d'évaluation est montée en puissance puisque entre 2009 et 2010, les comités qui avaient déjà été enregistrés en 2009 ont montré une augmentation de 34% de leur activité. Donc, assez intéressant cette analyse. Et il s'avère également que certains comités pouvaient évaluer des procédures expérimentales, au sens où on l'entend aujourd'hui, mais la grande majorité d'entre eux évaluaient très majoritairement des projets. Donc, on voit avec Slack, à cette époque-là, on a eu donc une mise en place progressive d'un réseau opérationnel autour de la charte nationale, 222 établissements sur un total d'environ 600 à l'époque, donc il y avait encore du travail à faire, mais étant donné que c'était une photo qui avait été prise en 2009-2010, on pouvait se dire que pour fin 2012, c'est-à-dire à l'issue de la période autorisée de transposition, on aurait un comité d'éthique structuré au sein du pays. Troisième travail qui me paraissait très important, c'est l'analyse du comité national qui a été réalisée en 2010, donc sur l'été 2010, sachant que la directive a été publiée dans sa version terminale le 22 septembre de la même année. Le CNREA a travaillé sur l'adéquation entre la charte et la directive. Parce qu'en fait, il y a eu une espèce de concordance des faits. On a donc eu un historique de charte et de charte nationale et en parallèle, donc une réglementation qui évoluait au niveau européen. Et donc, il fallait voir si les deux textes se rencontraient ou pas du tout, ou s'il fallait envisager des ajustements. Donc, le comité national a analysé la directive dans les articles importants qui étaient donc les articles 38, 39, 49, les considérants, les définitions. Et il s'est avéré que les dispositions des articles de la directive trouvaient toutes leur écho dans la charte nationale. Donc ça a été quand même quelque chose d'extrêmement important à l'époque. Donc les notions de compétence, de dépendance et d'impartialité, de transparence, de garantie de la confidentialité des informations, on les a identifiées dans la charte. Je parle de compétence, indépendance, impartialité et garantie de confidentialité des informations qui étaient dans la charte. On les retrouve dans les articles 58, 59, 38 de la directive. La notion de transparence était propre à la directive, dans le sens où cette transparence, on en entend beaucoup parler aujourd'hui. Quand on recherche le mot transparence dans la directive, on le retrouve très peu dans la directive. On parle de transparence vis-à-vis des inspections inopinées. On parle de transparence par rapport à la classification de gravité des procédures expérimentales. Mais ça se l'arrête là, en fait, les notions de transparence dans la directive.
Par contre, dans le considérant 3, le considérant va donner l'esprit de la directive, donc ils sont importants, ces considérants. Le considérant 3 établit bien que la directive de 2010 établit des mesures plus strictes que la directive précédente pour donc augmenter la transparence, d'une part, c'est important, et donc mieux protéger les animaux en expérimentation animale. Donc, le travail du CNREA a été validé à la séance plénière du 2 février 2011. Et donc, le contexte à l'époque, c'était, ben oui, il va falloir mettre en place donc, cette transposition 2010, 2011, 2012. Et donc, les États membres, y compris la France, donc, devront appliquer les dispositions législatives, réglementaires, administratives nécessaires pour se conformer à la directive. Et tout devra être prêt au 1er janvier 2013. Donc ça, c'est dans l'article 61. Donc à l'époque, on a considéré au niveau du comité national, au niveau des ministères, que ce délai permettait de terminer la structuration des comités, l'enregistrement, sachant que le but était que tout établissement devait relever d'un comité d'éthique et d'un seul. Et c'est ce qui est d'ailleurs écrit dans la réglementation. Donc le ministère de la Recherche, à l'époque, a proposé aux autres ministères, a proposé au comité d'éthique, a proposé au CNREA que ces comités d'éthique enregistrés par le comité national pourraient être les autorités en charge de l'évaluation éthique des projets. À l'époque, il avait été envisagé une autre solution, donc des discussions entre les différents ministères sur la possibilité de créer une agence spécifique avec des experts pour faire les évaluations éthiques, type un peu l'ANR, hein, donc un certain nombre d'experts qui auraient réfléchi et auraient donné un avis éthique sur les projets. Mais devant en fait la très grande variété de disciplines dans les établissements, la très grande variabilité des approches, il aurait été difficile de réunir les compétences pour évaluer un dossier. Alors qu'en fait, ici, dans ce système de comité d'éthique, ben, nécessairement, chaque comité d'éthique était compétent pour les projets qui étaient réalisés en son sein, en leur sein plutôt. Alors, cela dit, tout n'était pas finalisé à cette époque-là. Et très vite, en fait, les ministères ont considéré qu'il fallait renforcer des éléments importants en termes d'autorité compétente, c'est-à-dire l'absence de conflit d'intérêts dans les tâches d'évaluation. Hein. Donc ça, c'est absolument important. Ça ne veut pas dire une absence de conflit d'intérêts général, mais ça veut dire que chaque membre, il ne doit pas réaliser une évaluation éthique s'il est en position de conflit d'intérêt vis-à-vis du projet qu'il a dans les mains. Donc, cela s'est traduit par un engagement individuel de chacun des membres du comité à l'indépendance, à l'impartialité et à la garantie de la confidentialité des données, donc un formulaire spécifique pour chaque membre, signé. Et donc, si jamais il y avait un conflit d'intérêt, eh bien, cela impliquait, et cela se fait, hein, un retrait des débats de façon à ne pas être impliqué dans la décision. Et deuxième élément aussi nécessaire, qui a été jugé nécessaire pour arriver à garantir un fonctionnement de l'ensemble de ces comités d'éthique, c'est la mise en place d'un audit annuel des comités d'éthique par le ministère de la Recherche. On arrive donc à la dernière période, qui est la plus longue en termes de temps, mais enfin, qui n'est pas terminée en tout cas. Donc c'est cette période à partir de 2013 où les comités sont autorités compétentes. Donc février 2013 entre en application de la nouvelle réglementation. Ce n'est pas pour autant que la charte nationale n'existe plus. Elle est inclue dans les textes réglementaires, dans certains articles du décret. Et donc, les décrets et arrêtés constituent aujourd'hui le système réglementaire autour de l'utilisation des animaux à des fins scientifiques. Il faut savoir également qu'après 2013, la Commission européenne a analysé scrupuleusement les textes de transposition des États membres et également ceux de la France. Et donc, ils n'ont pas fait l'objet de remarques fondamentales quant à l'organisation des comités d'éthique. Hein, donc, il y a eu quelques ajustements qui ont été faits par décret en 2020 et 2021, mais qui ne touchaient pas du tout en fait l'organisation des comités d'éthique et le système français. Alors, je voudrais revenir sur la composition des comités d'éthique, parce que Pierre, en fait, tu voulais avoir des informations sur les
les naïfs, entre guillemets, donc ces personnes qui sont extérieures, enfin qui étaient à l'époque, en 2008, extérieures à l'établissement d'expérimentation animale et témoignant de l'intérêt pour la protection animale. Dans la réglementation, en fait, ces personnes-là sont devenues des personnes non spécialisées dans les questions relatives à l'utilisation des animaux à des fins scientifiques. C'est pas tout à fait pareil. Alors, d'où est-ce que c'est venu cette différence? On va en reparler. Donc, je voudrais vous dire également que les noms, les intitulés en fait des trois premières catégories ont changé. Hein. Donc, on a aujourd'hui les termes réglementaires, donc les concepteurs, applicateurs, soigneurs des animaux qui participent au comité d'éthique. Les personnes compétentes en mise à mort des animaux sont les concepteurs, les applicateurs, donc il n'y a pas de catégorie dédiée. Et c'est l'ensemble de ces trois catégories, plus la catégorie vétérinaire, assure la compétence du comité en relation, hein, je vous le rappelle, avec les champs d'application scientifique des établissements et bien sûr, et aussi le principe des trois R, puisque vous le savez, donc les personnels des établissements concepteurs, applicateurs et soigneurs ont nécessairement suivi une formation spécialisée à l'expérimentation animale et donc suivent dans le cadre de cette formation des interventions sur le principe des trois R. Hein, ça fait vraiment partie intégrante de la formation. Donc, les personnes non spécialisées dans les questions relatives à l'utilisation des animaux à des fins scientifiques, en fait, pourquoi le libellé a changé? Ben, en fait, c'est l'intervention du Conseil d'État au moment donc, où le décret est passé en Conseil d'État, le décret de transposition, donc le décret 2013-118. Les conseillers d'État avaient demandé donc, au ministère qui était sur les bancs qu'est-ce que ça voulait dire, en fait, personne extérieure à l'établissement d'expérimentation animale et témoignant de l'intérêt pour la protection animale. Qu'est-ce que vous voulez comme personne? Hein, donc, en fait, ce Conseil d'État, euh, il était attentif à une bonne compréhension par la société civile du libellé et trouvait que le libellé n'était pas clair. Donc, si vous voulez un regard de la société civile, l'avait dit le Conseil d'État, eh bien, il faut l'écrire. Donc, la société civile, c'est quoi? C'est des personnes non spécialisées dans les questions relatives à l'utilisation des animaux à des fins scientifiques. Donc, comme dit Pierre, des non spécialistes, hein, donc des non spécialistes en expérimentation animale. Alors, je voudrais juste dire un mot sur le premier audit. Il y en a eu depuis plusieurs, hein, mais le premier audit qui a été réalisé sur un échantillon de 10 comités d'éthique, donc en 2018. Cet audit a été réalisé donc, par une société extérieure, compétente en qualité. Et en fait, dans les questions qui ont été posées, il y avait une interview des membres naïfs, puisque cette société s'est déplacée donc, sur place, a rencontré les membres, et donc a demandé comment les membres non spécialisés vivaient leur vie donc, au sein du comité d'éthique. Et donc, il est apparu que les membres non spécialisés se trouvaient être bien impliqués dans les discussions, honorés de participer et avaient l'impression d'être entendus. Hein. Donc, ça a été quelque chose d'important, en fait, de réaliser cela. Et je vous ai mis donc les profils des 10 personnes en question. Donc, vous voyez que c'est assez varié, hein, écrivain, économiste, juriste, physicienne, maître de conférences en philosophie, un banquier retraité, donc vraiment des personnes de la société civile. Alors aujourd'hui, eh bien, il y a eu l'intervention de Pierre Mormette. J'ai trouvé une belle photo de toi, Pierre. Et donc la réglementation est en place depuis 11 ans. La charte nationale est là, on ne l'oublie pas. Ces principes sont toujours à accompagner les expérimentateurs. La version a un peu évolué. Il y a une version en 2014, puisqu'il a fallu donc adapter des libellés, faire des petites modifications mineures de façon à être en cohérence avec le décret. Et donc en 2023, on a un nombre de comités donc, qui a été réduit, 86, qui permettent d'évaluer 2700 projets. Et donc là, je cite le bilan national du comité que préside Pierre. On a une application réelle donc des 2038 membres de comité. Donc j'étais assez effarée de réaliser qu'on avait plus de 2000 membres, plus de 2000 personnes qui s'impliquaient dans les comités d'éthique. Donc ça fait une moyenne, je crois, de 23 personnes par comité. Hein, donc on a des comités, à mon sens, qui sont solides, même si on peut avoir des petits comités avec peu de membres et puis des comités assez astronomiques en termes de membres. Donc mon analyse personnelle aujourd'hui,
c'est qu'on a un système donc de comité d'éthique, d'établissement utilisateur avec le ministère de la Recherche et le comité national qui fonctionnent. Donc ces quatre entités fonctionnent ensemble. On a un système qui est robuste, avec à mon sens des comités qui assurent leur mission. Les comités d'éthique sont les entités pertinentes, à mon sens également, pour réaliser l'évaluation éthique des projets. Eh bien, il y a certainement des ajustements à faire, hein, sur quelques points. Je pense en particulier aux moyens alloués au comité d'éthique, hein, qui restent toujours d'actualité, malgré des discussions depuis 20 ans sur ce problème-là. Voilà. Et donc, le rôle des acteurs de l'expérimentation animale. Donc, d'une part, les professionnels se doivent de travailler de manière exemplaire, hein. Aujourd'hui, c'est absolument requis. Donc, on a une réglementation qui comprend des mesures strictes, beaucoup plus strictes que celles d'avant 2013. Il me semble aussi important que les professionnels communiquent sur ce qu'ils font. Alors, ils le font déjà de manière obligatoire via les résumés non techniques des projets dans le cadre de l'autorisation de projet. Ils le font également lorsqu'ils remplissent les enquêtes statistiques qui contribuent donc aux résultats, aux enquêtes annuelles du ministère de la Recherche. Ils le font aussi parfois, donc des communications plus institutionnelles, hein. Donc là, je renvoie aux recommandations de l'association européenne EARA, qui est l'équivalent de plusieurs GIRCOR européens, on va dire ça comme ça. Et puis à côté de cela, on a les autorités ministérielles. Alors les autorités ministérielles, à mon sens, elles sont là pour rassurer dans ce système, puisque c'est elles qui vont publier les résumés non techniques. Il y a eu quand même 20 000 résumés publiés jusqu'en 2021. C'est elle qui va publier les enquêtes statistiques et en particulier le commentaire illustré français, hein, qui est vraiment une volonté du ministère français. Sachant que donc c'est là encore des obligations réglementaires. Et puis, ces autorités ministérielles, elles ont un rôle, donc là, c'est pas obligatoire, mais elles le font, de publier des données des inspections et des contrôles, hein. Donc, régulièrement, le ministère de l'Agriculture met à jour ces données du nombre d'inspections réalisées, du nombre d'inspections inopinées réalisées. C'est important. Et puis, à l'échelle européenne, il ne faut pas oublier qu'en décalé, on a des rapports réguliers qui sont publiés et qui ont pour but donc de mettre en place une certaine transparence au niveau de l'ensemble de l'Union européenne. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention.